Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai énormément de choses à vous dire, beaucoup de romans dont je dois vous parler parce qu'en fait finalement ce mois d'août j'ai beaucoup lu. Le mois d'août n'est pas terminé quand je vous tourne cette vidéo. Je suis notamment en train de lire, je vous montre parce qu'il fera l'objet d'un prochain point lecture. Je suis dans Train d'enfer pour Ange Rouge, celui de Deuil de miel de Franck Tillier chez Pocket. Voilà, donc ça ce sera l'objet du prochain point lecture. On commence tout de suite. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par tout ce qui est littérature blanche et je terminerai par tout ce qui est fantasy. J'ai pas de SF, j'ai que de la fantasy. C'est parti. Le premier roman dont je veux vous parler, il s'agit de Hôtel de la Folie de David Le Bailly, c'est aux éditions Seuil. Donc voilà, donc c'est des éditions très épurées, n'est-ce pas? C'est un roman qui est sorti le 11 août et que j'ai reçu grâce à une masse critique Babelio privée. On me l'a proposé, donc c'était pour la rentrée littéraire, j'ai accepté et j'ai bien fait parce que j'ai découvert la plume de David Le Bailly qui est journaliste, ouais, il est grand reporter. Il a déjà écrit plusieurs romans, dont La captive de Mitterrand qui a eu le prix Roger Nimier et L'autre Rimbaud qui a eu aussi un prix. C'est dire qu'en fait cet écrivain est quand même reconnu. Et ça m'étonnerait pas qu'il ait un prix avec ce roman-là, qui est un roman autobiographique. Donc en fait David de Bailly revient sur son enfance. Il a vécu, en fait il a été élevé surtout par sa grand-mère qui s'appelait Pia Nerina, qui était napolitaine, qui est arrivée en France lorsqu'elle avait 17-18 ans, qui est partie de rien. À Naples, elle est issue d'une famille, je crois qu'ils sont quelque chose comme 11 enfants, quelque chose comme ça, donc une famille assez pauvre. Elle vient en France et en fait, elle a, David a vécu toute son enfance dans un appartement à 2 pas des Champs-Élysées, un super appartement qui appartenait à Pia Nerina, sachant qu'elle n'a jamais vraiment travaillé de sa vie. Donc en fait, ce qui déclenche ce roman autobiographique, c'est le suicide de sa grand-mère. Elle se suicide, elle saute du 2e étage. Et il se dit, mais en fait ma grand-mère, j'ai eu une relation très particulière avec elle, c'est elle qui m'a quasiment élevée, et je ne sais rien de cette femme. Pourquoi s'est-elle suicidée? Comment a-t-elle acquis ce bien qu'elle a donc à 2 pas des Champs-Élysées? Quelle a été sa vie? Et en fait il va commencer à fouiller, il va commencer à creuser, il va chercher des documents, il va chercher des photographies notamment. Donc il y a des photos qui sont imprimées à l'intérieur, des répliques de photos, et il va mener son enquête. C'est un roman qui est touchant parce qu'en fait c'est vraiment l'histoire d'un petit-fils et de sa grand-mère qui lui passe tous ses caprices. Il y a une scène mémorable dans le Prise unique des Champs-Élysées où il se roule par terre pour obtenir, je sais plus ce qu'il veut, mais bref, sa grand-mère ne lui résiste pas du tout. Il y a l'ombre de la mère qui est complètement folle, une mère qui vit aussi avec eux dans l'appartement mais qui ne s'occupe pas du tout de son enfant. Une mère, je pense qu'en fait elle devait être peut-être bipolaire ou quelque chose comme ça, qui s'invente des amants, qui écrit à des hommes intouchables. C'est une belle femme pourtant, hein, mais elle s'invente des histoires d'amour avec des hommes qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais être avec. Une mère qui donne des coups, une mère violente, une mère qui sombre dans l'alcoolisme. Voilà, donc il y a aussi cette ombre glaçante de la mère, ce lien maternel qui n'a pas du tout été établi entre l'auteur et sa mère. Et ce lien incroyable avec la grand-mère. C'était vraiment bien. Je me suis régalée. Alors je l'ai lu en une journée. Voilà, le seul défaut c'est que c'est un livre qui coûte quand même 18,50 €. Et si vous êtes comme moi, si vous avez une journée devant vous, vous allez le lire. Voilà, c'est vraiment le seul défaut de ce livre. Après, je suis sûre qu'il va avoir un prix. Je me suis régalée d'un bout à l'autre et donc je vous le conseille. J'ai lu dans le cadre, alors là je vais vous présenter 2 romans que j'ai lus dans le cadre du prix Trophée Folio L, puisque je fais partie du jury. Donc j'ai lu Porca Miseria de Tonino Benakista, c'est aux éditions Folio, c'est aussi un petit roman. Alors c'est marrant parce que c'est aussi un roman, c'est une autobiographie. Et en fait Tonino Benakista c'est un auteur plutôt de polar, de romans noirs, de thriller. Et là en fait il nous raconte son enfance.
Lui aussi, alors c'est drôle parce qu'il y a vraiment des... Je vous les présente l'un à la suite de l'autre, mais il y a vraiment des choses qui se ressemblent, puisque Tonino Benakista, lui, il est issu également d'une famille italienne, avec un père Cesare qui est alcoolique, et qui va d'ailleurs mourir de son alcoolisme, mais qui est alcoolique, qui est imbibé du matin au soir. Je crois que le roman commence comme ça, c'est un truc de fou. Une mère complètement transparente. En fait, les parents vont venir en France pour trouver du travail. Donc le père va être embauché dans une usine. La mère, elle ne va pas travailler, elle va s'occuper, ils sont 4, il a 3 sœurs. Lui, c'est le petit dernier. Elle va s'occuper des enfants. Des parents, en fait, qui ne sont pas vraiment intégrés. La mère, par exemple, ne parle pas français, ou parle très mal français. Ne fait pas un pas sans ses enfants, c'est les enfants qui font la traduction. Il raconte vraiment très bien. C'est la sœur aînée, je me souviens plus comment elle s'appelait, Clara je crois, qui dès qu'elle est en âge, c'est elle qui fait tous les papiers. Elle passe plus de temps dans les files d'attente de la préfecture qu'à l'école d'ailleurs. Et pourtant, Benakista nous raconte qu'à cette époque-là, donc on est dans les années 60, il est né en 54 lui. Il nous parle pas de racisme, il nous parle pas de... Il nous dit en fait, voilà, on est arrivé en France, on était très bien intégrés par les Français. Alors, fallait parler français. Voilà, c'était quand même la base. Mais après, lui, il dit, on n'a pas vécu de ce racisme comme on pourrait peut-être vis-à-vis de certaines personnes issues de l'immigration aujourd'hui, qui le vivent peut-être plus aujourd'hui qu'à l'époque. Voilà, ils ont été vraiment intégrés au sein de la communauté, il n'y avait pas de soucis. Et alors ce qui est très étonnant, donc c'est vraiment centré sur son enfance, son adolescence, ce qui est très étonnant c'est que Tonino Benakista, il est quand même écrivain, et il dit pendant très longtemps, je n'ai pas pu lire un seul livre. C'est-à-dire qu'il commençait un livre, il lisait un paragraphe et il arrêtait. Et il s'ennuyait en fait. Il dit, j'ai commencé des tas de livres et où je ne suis jamais allée au bout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a le déclic en première. Il y a sa prof qui lui demande de lire Une vie de Maupassant. Il est obligé, c'est pour le bac de français. Il commence à lire un peu à reculons. Il se dit, ouais, c'est bon, Maupassant, écrivain du 19e siècle. En fait, il comprend pas. Le problème, c'est qu'il y a la barrière en fait, de la langue. Lui, il vit quand même dans un milieu populaire, donc il se dit, mais le mec, il décrit pendant 3 pages un chapeau, il décrit pendant 3 pages les sentiments, le sentiment amoureux. Et en fait, il tombe dans la littérature à ce moment-là, parce que ici, il y a un déclic qui se passe. Et il comprend qu'à travers la littérature, on peut tout dire. Ouais, on peut décrire le sentiment amoureux en 3 pages. Oui, on peut décrire un chapeau en 3 pages, et c'est intéressant, et qu'on peut faire le tour de tout grâce aux mots, grâce à la littérature, et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à lire, donc un peu sur le tard, et qui rattrape tout son retard de tous les classiques qu'il a ratés, qu'il n'a pas lus. C'est hyper intéressant, il n'est pas très gros ce livre, il fait 220 pages. Je vous le conseille aussi parce que je me suis régalée, donc c'est Porca Miseria de Tonino Benakista. Littérature blanche également, gros coup de cœur, donc toujours dans le cadre du trophée Folio L, je me suis régalée avec L'Étoile brisée de Nadège Laneri Dagen, je pense qu'on dit Dagen, c'est aux éditions, donc Folio. Alors là par contre c'est une bricasse, il fait 810 pages que j'ai dû lire en 4 jours, 3-4 jours parce que j'étais à fond. Alors bien sûr j'étais en vacances donc j'avais du temps devant moi, mais pour vous dire l'intensité de ce livre. Nous sommes au début du 15e siècle, donc au début de la Renaissance, en Espagne. On suit 2 frères qui sont juifs. Le père, c'est le début en fait des persécutions contre les juifs en Espagne. Le père enjoint à ses fils de quitter l'Espagne et de prendre des noms chrétiens pour pouvoir se fondre dans la masse et d'oublier leur religion. Un des fils va donc se faire appeler Juan, il va se faire embaucher sur un bateau aux côtés d'Amerigo Vespucci, il va devenir son cartographe. L'autre fils s'appelle Joachim, va se faire baptiser Joachim, il va aller à Montpellier suivre des études de médecine et il va aller en Allemagne pour devenir médecin, il va faire sa vie en Allemagne. Donc les 2 frères sont complètement, ne se verront plus pendant des années, se quittent de vue complètement. À côté de ça, on va suivre la Ganche, qui est alors
on va pas dire une indienne, c'est pas une indienne, elle vient des Canaries, et en fait les Espagnols plantent le drapeau espagnol, elle se fait capturer en tant qu'esclave, elle va atterrir en tant que domestique chez Amerigo Vespucci, elle va se faire rebaptiser Maria. On va suivre également d'autres personnages, Damiano, on va suivre Laurette, on va suivre Doucette, qui sont des personnages qui viennent, Guido également, qui sont des personnages qui viennent d'Italie et qui vont venir s'établir à Blois notamment, en France. Voilà, donc en fait la première partie, qui fait à peu près une centaine de pages, c'est vrai qu'on est un petit peu dans tous ces éléments, et j'ai oublié de le dire, on suit aussi également Amerigo Vespucci quand même. On suit tous ces personnages, on les présente. Donc voilà, il faut un petit peu savoir qui est resitué, qui est Juan, qui est Amerigo Vespucci, qui est Joachim, etc. Et on passe de chapitre en chapitre, de l'un à l'autre. Ça c'est la première partie. Donc, on ne sort pas les rames, parce que... mais attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de personnages au départ. Et ensuite, une fois que vous avez bien vos personnages en tête, et ben vous n'avez plus envie de les quitter. Parce qu'en fait, on va suivre tous ces personnages. Alors certains vont se croiser. Juan par exemple va devenir le géographe d'Amerigo Vespucci, Maria va devenir la domestique d'Amerigo Vespucci, il va y avoir des liens, je ne vous dis pas tout, entre les uns et les autres. Et en fait c'est passionnant parce que à travers les histoires familiales, les histoires amoureuses, les intrigues domestiques, l'autrice nous raconte la grande histoire avec un grand H, puisqu'on est à la Renaissance, c'est l'exploration de l'ailleurs avec Amerigo Vespucci qui va découvrir l'Amérique. On va à un moment d'ailleurs on va être en Amérique du Sud à un moment donné d'ailleurs. On va être aussi en Allemagne avec Joachim qui va devenir le médecin de Luther. Luther qui va en fait fonder son propre parti, sa propre, comment on peut dire, courant religieux. Voilà, qui va se détourner du pape. Vous avez tout ça, vous allez croiser Botticelli, vous allez croiser des artistes, des sculpteurs. Vous êtes vraiment dans ce bouillonnement de la Renaissance qui fait qu'on redécouvre plein de choses, qu'on découvre plein de choses. Et vous avez aussi tout un travail d'anecdotes. Vous avez des scènes d'accouchement, comment ça se passait à l'époque, un mariage, comment ça se passait à l'époque. En fait, on bascule entre le Moyen-Âge qui est basé sur la religion, les croyances et superstitions, et la Renaissance qui va se tourner davantage vers la science, vers les arts, vers la beauté. En fait, vous êtes là-dedans, dans ce maelstrom, et c'était trop bien. Et en fait, vous n'avez pas envie de refermer ce bouquin, vous n'avez pas envie de quitter les personnages parce que vous avez envie de savoir ce qui va leur arriver. Vraiment, je vous conseille à 100% ce livre. Alors oui, il est gros, mais vous ne regretterez vraiment pas votre lecture. Ça se lit tout seul. Ensuite, alors je vais passer au... Alors je vous présente un polar et ensuite on va passer à la fantaisie. Donc le polar que j'ai lu, c'est Kanaka de Stéphane Chamac, c'est de l'auto-édition. Alors il y a marqué Witch Edition, mais je pense que c'est du auto-édité. C'est l'auteur qui m'a contacté sur Facebook pour que je le lise. C'est un... Alors comme je lui ai dit, le seul bémol à ce livre, c'est qu'il est trop petit. En fait voilà, il est trop court. C'est un road trip aux États-Unis dans lequel on va suivre des personnages. Donc on a Baggins, on a Larry, et ils vont prendre en stop une jeune femme qui s'appelle Oudou, je pense que ça se prononce comme ça. Et en fait voilà, on va les suivre de ville en ville dans une Amérique complètement sauvage, une Amérique brute de décoffrage, avec des dialogues savoureux, avec des punchlines, il leur arrive plein de choses. Musique à fond dans les oreilles, dans leur voiture Silverado. Ils cachent tous un secret et à la fin voilà, on apprend beaucoup sur nos personnages avec... Pourquoi est-ce que Oudou, elle fait du stop avec ce panneau où il y a marqué ailleurs, sur son panneau, elle veut aller ailleurs. Il y a un chien dans l'histoire qui m'a fait mourir de rire. C'était vraiment bien. Voilà, je peux pas trop vous en dire non plus parce que le livre est court, je veux pas vous spoiler. Mais c'était très très intéressant, j'ai découvert la plume de l'auteur, j'ai bien aimé. Et je me suis vraiment attachée au personnage. Voilà, donc un petit road trip aux États-Unis, ça m'a fait du bien. Et je passe cette fois-ci donc du coup à la fantaisie. Alors je commence avec
le livre qui m'a le moins hypé. Il s'agit du manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson. C'est au livre de poche imaginaire avec les illustrations de Steve Argill. Donc il s'agit du deuxième roman secret de Brandon Sanderson qu'il a écrit lors du confinement. J'avais lu son premier roman qui s'appelait Tresse de la Berre Émeraude. Donc là nous sommes, comme le titre l'indique, dans l'Angleterre médiévale avec un personnage qui atterrit dans une explosion. Il ne sait pas ce qu'il fiche ici, il n'a pas l'air d'être de l'époque, il n'a pas l'air d'être du coin, il sait même plus comment il s'appelle. Il a pour seul bagage des confettis d'un manuel de survie dans l'Angleterre médiévale avec des petits mots parce que quand il a atterri là, une espèce d'explosion, il y a des livres du bouquin qui ont disparu, qui ont cramé, bref. Donc en fait il va essayer de reconstituer pour quelles raisons il est arrivé dans cette époque, parce qu'a priori il a remonté le temps. Il semblerait qu'il soit au Moyen-Âge, en Angleterre. Voilà, donc on est dans la confusion au début du roman, et on comprend très vite qu'en fait, il est dans une espèce de dimension parallèle. Voilà, qu'il a fait une espèce de voyage dans le temps. Alors les illustrations valent le coup, les illustrations sont vraiment super, j'ai adoré. Je vous montre. Voilà, hop. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est un roman, j'ai envie de dire, ultra classique, un personnage qui arrive dans une époque, qui doit se débrouiller, qui doit savoir quoi faire, et qui veut essayer de retourner dans son époque, voilà. Qui va aider des gens sur sa route, sur son chemin. C'est l'histoire d'un loser qui en fait va reprendre confiance en lui et qui va devenir un bon, qui va passer du côté des bons grâce à son aventure. Voilà, je vous dirais juste que c'est du Brandon Sanderson, donc ça se lit super bien, pas de difficulté, c'est très fluide. Moi je me suis marrée à plusieurs reprises, même si parfois c'est un peu lourd dans l'humour, ça m'a bien fait rire. Après, ça casse pas trois pattes un canard. Je pense qu'il s'est fait plaisir dans son délire, il a mis des trucs qui le faisaient rire, mais c'est pas original, c'est très attendu. Après le bouquin fait quand même 500 pages, ouais. Je l'ai lu en 2 jours, je crois en 3 jours c'était plié parce que ça se lit bien. Voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était pas très original. Je l'ai lu, ça m'a distrait, voilà, ça m'a distrait. Ça a fait le job de la distraction. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre. Ensuite, je passe alors un roman qui est sorti le 23 août. C'est La morsure des roses de Christophe Guillemin et c'est aux éditions Nemos, dans cette très très belle, magnifique édition. Alors, on est également dans de la fantaisie. Alors là, ça va être compliqué de vous en parler. Christophe Guillemin, j'avais lu L'enterrement des étoiles. Il a une plume qui est très particulière. Il a un univers très particulier. Il écrit des romans qui sont très oniriques. Voilà, sachez-le, si vous mettez les pieds dans l'univers de Christophe Guillemin, c'est hyper onirique. La plume est très travaillée, avec des métaphores, beaucoup de choses très visuelles. Il aime les mots, il aime travailler les mots, il aime rechercher du vocabulaire qui n'est pas forcément facile. Il y a un petit côté, comment dire, un peu lyrique. Il y a aussi un côté gothique dans son roman. Ça me fait penser un peu à ce que peut écrire Vincent Tassis, si vous connaissez. On est un peu dans ce genre-là. Là, on est avec Kaylin. Alors, je prononce Kaylin. Je ne sais pas si elle se prononce Kaylin ou Céline, je n'en sais rien. Elle est fille de Dieu, donc le dieu Urorio. Et en fait, elle a passé son enfance isolée avec ses 3 sœurs, dont des jumelles diaboliques qui l'ont fait voir de toutes les couleurs. Et sa sœur Rivelyne est devenue une reine, elle est enceinte, et Kaylin va voir sa sœur Rivelyne parce qu'elle se dit qu'elle doit la prévenir que les 2 sœurs vont tout faire pour tuer Rivelyne et pour tuer son bébé. Voilà, donc elle se met en route, elle va arriver dans le royaume de Rivelyne, qui d'abord ne veut pas du tout entendre parler de cette petite sœur envahissante. Il y a un côté Alice au pays des merveilles, quand démarre ce roman, puisque Kaylin va faire
va jouer une espèce de jeu de loi géant. Et Kaylin va devenir l'héroïne en fait de sa sœur en essayant de la défendre contre les méchantes jumelles. Alors il y en a une, c'est une horreur, elle s'appelle Nifer. Elle peut faire revivre les morts. Donc là on est dans le côté très gothique, très noir, parce qu'à tout moment vous avez des espèces de squelettes de morts vivants qui reviennent. Il y en a une autre qui est plutôt du côté des éléments, des oiseaux, bref. Donc en fait c'est la lutte de cette sœur contre les méchantes. Il y a un côté très conte de fées en fait. Je pense que ce roman, enfin moi c'est l'impression que ça m'a fait, ça fait comme un conte de fées qui ferait 300 pages. Parce qu'on est vraiment dans l'esthétique du conte de fées, où on va pas vraiment avoir des personnages denses ou complexes. On est surtout dans la description, comme je vous l'ai dit, ça reste assez flou. On ne sait pas vraiment à quelle époque on est. Les personnages ne sont pas vraiment décrits, ne sont pas vraiment très denses. On est dans une histoire des forces du bien contre les forces du mal, la recherche des origines, avec vraiment comme un conte de fées, une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un dénouement, une situation finale, voilà. Ça m'a fait vraiment cette impression-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de références au conte. Mais on est dans une écriture qui n'est pas forcément facile à aborder, assez distanciée. Vous allez, par exemple, vous n'allez pas vous identifier au personnage, c'est pas possible. On voit nos personnages, voilà, qui agissent. Alors c'est un style particulier, simplement, allez en librairie, feuilletez peut-être, lisez les premières pages, vous allez voir si ça vous plaît ou pas. C'est très beau, c'est vraiment une écriture ciselée, mais c'est pas un roman dans lequel vous allez vous attacher au personnage ou dans lequel vous allez être voilà, à tourner les pages. C'est un roman qui se savoure, qui se déguste, qui est axé sur une certaine esthétique. Et si vous aimez les romans du genre Vincent Tassi, c'est sûr que ce roman vous plaira. Voilà, on est dans de la fantasy, assez originale, mais pas forcément facile à aborder. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans la fantasy, ça va être un peu compliqué, je pense, de commencer par ça. J'attaque, ça va aller vite parce qu'en fait ce sont des suites de sagas, donc je vais pas m'attarder, je vais juste vous donner mon ressenti sur mon sentiment. D'abord sur cet énorme brique, donc La Voix de l'Ascendance, tome 2, Le Seuil de la Maison des Morts de Yann C. Eslemans, c'est aux éditions Léa. C'est un roman que j'ai lu avec David, on s'est régalé, je l'ai lu en 3 jours. Alors j'ai dit brique, mais en fait ça va, il fait 400 pages, il fait 430 pages. Donc on est dans l'univers du livre des martyrs de Steven Erikson et Yann C. Eslemans a écrit le préquel. Je vais pas vous en dire plus, simplement je vais essayer de vous donner envie de vous lancer dans cette saga qui est beaucoup plus accessible que le livre des martyrs. Donc sachez d'abord que ce sera une trilogie. Le dernier tome sort au printemps 2024, alors que le livre des martyrs, il y a 10 tomes énormissimes. On est dans un préquel qui est très accessible, c'est très fluide, ça se lit très bien. Des rebondissements, de l'action, franchement c'est top. Les deux personnages, donc on suit Wu qui est un mage, un petit peu fêlé du carafon, qui il me fait vraiment rire. Et ensuite Danseur qui est un assassin, et en fait dans le premier tome ils vont s'associer, ils vont faire un duo complètement improbable et en fait qui se complète vraiment bien. Et dans ce deuxième tome, ils arrivent sur une île de Malaz, si je me fais... oui c'est ça. Voilà, et en fait ils veulent... En fait on sait pas trop où veut nous mener l'auteur. Alors moi je pense que, enfin avec David on pense que tout est étudié. On a l'impression que l'auteur parfois se dit bah tiens, si mes personnages leur faisaient faire ça. Vous voyez ce style, il a une idée, ça lui pète une idée, il fait faire ça à ses personnages. On a un peu l'impression parfois c'est décousu, mais en fait je pense que tout a une raison d'être. Ici c'est un tome dans lequel je me suis pas ennuyée un seul moment. On est avec des pirates. Ça donne lieu à des batailles navales qui étaient vraiment pas mal. Le duo Vous et Danseur fonctionne toujours bien. Et puis bah, on explore, on continue d'explorer ce monde-là avec une étrange maison, donc la maison des morts, où quand vous voulez pénétrer déjà dans le jardin, il y a des espèces de plantes qui vous agrippent, les plantes veulent vous tirer dans des souterrains, c'est assez horrible. Il y a des combats, voilà.
essayez de vous lancer déjà dans le premier tome, c'est vraiment très accessible, l'univers est bien fichu, le world building est incroyable. Et ce deuxième tome m'a vendu vraiment, avec David encore une fois on l'a dévoré, on s'est... Alors il faut quand même se concentrer parce que vous avez des chapitres qui sont longs, vous avez des petites étoiles, vous savez, qui séparent en fait à chaque fois qu'on change de point de vue de personnage, il y a quand même beaucoup de personnages. D'ailleurs au début vous avez un rappel, donc vous avez des cartes, et au début vous avez les Dramatis Personae qui sont rappelés, donc ça c'est vraiment pas mal. Très très bon livre, et donc j'attends la fin de cette trilogie pour vous donner mon sentiment final. Et je termine avec également, donc là une fin de trilogie, une fin de saga. Donc je vais aller très vite également. C'est donc la saga Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Donc ce dernier tome s'intitule Les Terres Closes, c'est chez Albin Michel Imaginaire, voilà. Je crois que c'est mon tome préféré, en fait dans la saga. C'était très bien, je ne peux que vous conseiller cette saga. Je crois qu'en plus le premier tome est sorti en poche, donc c'est l'occasion. On est dans un système de magie qui est assez original, puisqu'en fait les objets sont enluminés, donc en fait on leur fait croire à ces objets qui peuvent servir à autre chose. Par exemple, une charrette, pour qu'elle avance toute seule, on met une enluminure dessus et on lui fait croire que ses roues vont tourner toutes seules, donc on n'a pas besoin de moteur. Par exemple, une porte, on lui fait croire à cette porte que elle ne peut s'ouvrir, qu'elle est très 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 forte et qu'elle ne peut s'ouvrir que de minuit à 1h, et hormis de minuit à 1h du matin, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, donc c'est ce système de magie. Le roman repose sur un duo de personnages, là aussi on a Clé, donc en fait c'est une clé qui a été enluminée, qui va s'associer à Cynthia, qui est une voleuse, qui dérobe Clé au tout début, ça c'est le premier tome. Ici on est dans un roman, alors un peu difficile de se mettre dans le roman au début parce que les 100 premières pages ça pète de partout, vous êtes au milieu d'une bataille, vous y comprenez plus rien, en plus il s'est écoulé 10 ans entre le deuxième tome et le troisième tome. Mais ce que j'ai apprécié d'abord, c'est que l'auteur il change de point de vue. On n'est plus avec Cynthia, enfin il y a Cynthia mais on est avec Bérénice, donc ça j'ai trouvé que ça dynamisait vraiment le récit. On en apprend énormément sur Clé, j'ai adoré. On a des retours dans le passé de Clé, qui était-il à la base, ça c'était vraiment trop bien. Il y a beaucoup d'émotions, on ne s'ennuie pas, il se passe plein de choses. Je l'ai lu en 4 jours, je crois en 3 jours ce livre, vraiment je l'ai dévoré. Alors après ce qui n'est pas original, c'est qu'en gros on a une mission 100% féminine où les personnages vont devoir empêcher la fin du monde. Voilà, il faut empêcher la fin du monde tout simplement, donc rien d'original, mais ce qui est original c'est encore une fois le traitement fait par Robert Jackson Bennett avec la magie, ces personnages qui sont vraiment hyper attachants, et la fin m'a fait verser une larme franchement parce que la fin elle est magistrale. Un dénouement à la hauteur de cette trilogie. Lancez-vous du coup dans cette trilogie des Maîtres Enlumineurs, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'en est tout pour... je suis désolée pour la luminosité, je sais pas si je vous l'ai dit, mais tout est fermé chez moi parce qu'il fait très chaud dehors, donc voilà, je suis avec la lumière artificielle, je suis désolée. Il est temps donc que je referme ce point lecture qui était mine de rien assez long. Le prochain ce sera du coup au mois de septembre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas, ou s'il y a des livres que je vous ai donné envie de découvrir. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur mon Instagram, je vous mets tout en barre de description, voilà, n'hésitez pas à aller cliquer. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août d'abord, et de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!